Et si je vous disais que la France, elle a failli redevenir une monarchie il y a 150 ans? Ah oui? Oui, Oui? que tout était prêt, mais qu'un détail, enfin un symbole, a tout fait capoter. C'est une histoire assez incroyable, mais vraie, qu'on va explorer un peu aujourd'hui. Une histoire de symbole. Ça promet d'être intéressant. Exactement. Alors pour cette plongée dans les coulisses de l'histoire, on s'appuie sur des sources assez variées. On a un extrait passionnant d'une histoire de la France contemporaine de François-Dominique Fournier. Mhm. On a aussi des échos de débat, parfois un peu animés, trouvés sur Reddit. Ah, Reddit, classique. Voilà. Une analyse de riposte sur la mouvance Action française actuelle, et puis des éclairages de Wikipédia sur des concepts clés comme le légitimisme, tout ça. D'accord. Un bon mélange de sources. Notre objectif, c'est d'essayer de comprendre, enfin, la différence entre ces fameux légitimistes et orléanistes. Ils se disputaient le trône, mais qui sont-ils vraiment? La grande question. Revivre aussi ce moment critique, 1873, où tout aurait pu basculer, et puis voir comment ces idées, elles résonnent encore aujourd'hui, notamment via des groupes comme l'Action française. Tout un programme. Prêt à démêler cet écheveau historique et politique? Allons-y. Allons-y. Alors, pour commencer, une question qui revient tout le temps, on l'a vu sur Reddit, légitimiste, orléaniste, qui est qui et pourquoi cette division au sein même des monarchistes? C'est pas simple. Non, c'est vrai, ça peut paraître confus, mais c'est absolument fondamental pour comprendre la suite. En fait, tout part de 1830. 1830, la Révolution. Oui, Charles X, le dernier Bourbon roi de France de la branche aînée, abdique. Et là, paf, le camp monarchiste se fracture en deux, principalement. D'accord. D'un côté, vous avez les légitimistes. Eux, ils soutiennent la branche aînée des Bourbons, celle qui descend directement de Charles X. Leur champion, au moment qui nous intéresse là, en 1873, c'est le petit-fils de Charles X, le comte de Chambord. Henri V pour eux. Voilà, en J5. Pour les légitimistes, la succession, ça suit les lois fondamentales ancestrales du royaume. Point final. C'est une question de droit quasi divin, d'histoire longue. Et donc, aujourd'hui, ça donnerait qui? Alors, selon cette logique très stricte de l'aînesse, leur prétendant aujourd'hui serait Louis de Bourbon, au duc d'Anjou, qui descend de cette branche via les Bourbons d'Espagne. D'accord. Et l'autre côté? L'autre côté, ce sont les orléanistes. Eux, ils misent sur la branche cadette des Bourbons, celle qui est issue de Louis-Philippe. Celui qui est arrivé sur le trône en 1830, justement. Exactement. Les orléanistes sont, on pourrait dire, plus pragmatiques. Ils acceptent une partie de l'héritage de 1830, de la monarchie de Juillet, une monarchie plus parlementaire, plus moderne pour l'époque. Et leur prétendant actuel? C'est Jean d'Orléans, le comte de Paris. D'accord. Donc, deux branches, deux philosophies un peu différentes. Mais qu'est-ce qui justifie juridiquement cette séparation? Vous parliez d'un truc technique? Ah oui, on y vient. C'est le point juridique qui fâche. Et c'est crucial, même si ça remonte loin. Le fameux traité d'Utrecht, début du XVIIIe siècle. Utrecht, ça me dit quelque chose, guerre de succession d'Espagne. C'est ça. Pour faire simple, un petit-fils de Louis XIV, Philippe, devient roi d'Espagne. Mais pour ça, il doit renoncer, pour lui et tous ses descendants, au trône de France. C'était une condition pour éviter que les couronnes de France et d'Espagne ne soient réunies sur la même tête. Attendez, une renonciation vieille de plus de 150 ans, en 1873, c'était encore ça le nœud du problème? C'est fou. Exactement. C'est fou, mais c'est central. Les orléanistes disent « renonciation faite à Utrecht, renonciation valable et perpétuelle ». Donc, la branche espagnole, celle dont descend Louis de Bourbon aujourd'hui, est hors jeu pour le trône de France. Logique en apparence. Oui, mais les légitimistes rétorquent. Impossible. Les lois fondamentales du royaume de France sont claires. Un roi ne peut pas disposer de la couronne comme d'un bien personnel. Il ne peut ni choisir son successeur contre la loi, ni renoncer pour ses descendants. C'est le principe d'indisponibilité de la couronne. Ah, d'accord. La couronne n'est pas à lui, elle lui est confiée par Dieu et l'histoire, en quelque sorte. Voilà l'idée. Donc, pour les légitimistes, cette renonciation d'Utrecht est nulle et non avenue car contraire à ses lois supérieures. Et donc, l'aîné des descendants de Louis XIV, même s'il est roi d'Espagne à l'époque, reste l'héritier légitime de France. Interprétation d'un vieil acte juridique et de principes fondamentaux qui déterminent qui est le vrai prétendant pour chaque camp. Une lignée ignore Utrecht pour suivre l'aînesse pure et dure, l'autre l'accepte et suit la branche issue de Louis-Philippe. C'est fascinant comme le droit ancien peut avoir des conséquences politiques si longtemps après. C'est tout à fait ça.
Et comme le rappellent Wikipédia et les discussions sur Reddit, pour compliquer encore un peu, il y avait aussi une troisième sensibilité. Les bonapartistes, partisans des héritiers de Napoléon Ier à Napoléon III. Ah oui, ne les oublions pas. Donc, la notion de légitimité en 1873, elle est vraiment très relative. Elle dépend complètement des règles et des principes qu'on choisit de privilégier. Et cette division profonde entre légitimistes et orléanistes, elle n'était pas juste une querelle de salon, hein. Elle va directement préparer le terrain pour le drame politique dont on va parler maintenant. Justement, passons à ce drame. Le texte de Fournier nous plonge en 1873. Là, la restauration monarchique, ce n'est plus juste une idée en l'air, une utopie, ça semble vraiment sur le point de se faire. C'est là que ça devient palpitant. Absolument. Le contexte est assez explosif. La France sort d'une défaite terrible contre la Prusse en 1870. Napoléon III est déchu. La Commune de Paris a été écrasée dans le sang au printemps 1871. Et dans la foulée, on élit une Assemblée nationale qui est majoritairement monarchiste. Une majorité monarchiste à l'Assemblée, c'est quand même étonnant après la Révolution et l'Empire. Oui, mais il y a une sorte de réflexe conservateur, une peur du désordre après la Commune. Et puis les compagnes votent encore beaucoup pour les notables traditionnels. Donc oui, le pays semble, disons, mûr pour un retour à la royauté. Et qui est à la tête de l'État à ce moment-là? On trouve une figure très intéressante, le maréchal de Mac-Mahon. Il est président de la République, élu par cette assemblée. Fournier le dépeint bien. C'est un militaire aguerri, Algérie, Crimée, la guerre de 1870, où il a été blessé et fait prisonnier à Sedan. D'origine irlandaise ancienne, naturalisé au XVIIIe. Et politiquement? Politiquement, il est décrit comme légitimiste de cœur, de tradition familiale, mais c'est avant tout un homme d'ordre, très respectueux de la loi et du fait accompli. Il est plutôt pragmatique. Il n'a pas vraiment cherché le poste de président, il l'accepte un peu par devoir envers l'Assemblée, se voyant comme son exécutant loyal. D'accord. Donc, on a une assemblée majoritairement monarchiste, un président plutôt favorable sur le principe. Il ne manque plus qu'à se mettre d'accord sur le roi, c'est ça. Et c'est là qu'intervient ce plan de fusion entre les deux branches rivales. Précisément, l'idée c'est de surmonter enfin cette vieille querelle dynastique qui paralysait le camp monarchiste. Et le sommet de cette tentative de réconciliation, c'est la fameuse rencontre de Frotzdorf. Frotzdorf, c'est où ça? C'est en Autriche, près de Salzbourg. C'est là que vivait en exil le comte de Chambord. Et le 5 août 1873, le comte de Paris, le chef des Orléans, fait le déplacement pour aller voir son cousin, le comte de Chambord, le chef des légitimistes. Geste fort. Ah oui, quand même. Le prétendant orléaniste va chez le prétendant légitimiste. Exactement. Et là, miracle apparent. Fournier raconte l'accord qui est trouvé. Le comte de Paris reconnaît officiellement le comte de Chambord comme le seul chef de la Maison de France et l'unique représentant du principe monarchique. Donc il s'efface. Oui, il s'efface devant l'aîné. Et comme Chambord n'a pas d'enfant, le comte de Paris devient automatiquement son héritier présomptif désigné. La fusion des deux courants semble actée. La route vers le trône paraît enfin dégagée. On prépare même les carrosses à Paris. C'est incroyable. On a l'impression que c'est bon, c'est fait, l'Assemblée attend le signal, les prétendants sont d'accord. Qu'est-ce qui peut bien encore mal tourner? Il doit y avoir un mais, c'est obligé. Et quel mais! Le grain de sable qui va gripper toute la belle mécanique. Un grain de sable qui va devenir une montagne. Le drapeau. Le drapeau. Oui, le drapeau. Le comte de Chambord, celui qui devait devenir Henri V, se montre absolument inflexible sur un point. Il ne régnera que sous le drapeau blanc. Le drapeau blanc, le symbole de la monarchie d'Ancien Régime. Exactement. Pour lui, c'est le symbole de la monarchie historique, de son principe, celui d'Henri IV, celui qu'il a reçu en héritage. Pas question pour lui d'adopter le drapeau tricolore. Refuser ça en 1873, c'était chercher les ennuis quand même. C'était plus que chercher les ennuis, c'était rendre la restauration quasiment impossible. Le tricolore, même s'il est né avec la Révolution, était devenu de fait le symbole de la nation moderne, et surtout le drapeau de l'armée. Et Mac-Mahon, le président, il en pensait quoi? Mac-Mahon, justement, le militaire loyal, est très clair là-dessus. Il prévient les négociateurs, sans le drapeau tricolore, impossible pour lui de garantir le soutien de l'armée et de maintenir l'ordre public. C'était la condition sine qua non pour lui, et pour beaucoup de monarchistes modérés, y compris les orléanistes qui venaient de faire l'effort de se rallier à Chambord. C'est là qu'on trouve cette phrase terrible du comte de Chambord, qu'on cite partout.
J'ai reçu le drapeau blanc comme un dépôt sacré. Il a flotté sur mon berceau, je veux qu'il ombrage ma tombe. C'est d'une intransigeance absolue, presque poétique, mais politiquement suicidaire. C'est exactement ça. Une intransigeance qui montre bien que pour lui, ce n'était pas juste une question de tissu ou de couleur. Comme on peut le voir dans les principes légitimistes qu'on trouve décrits sur Wikipédia, il y a cette méfiance fondamentale, ce rejet de tout ce qui vient de la Révolution de 1789. Le drapeau tricolore incarnait cette révolution. Pour Chambord, oui. Il incarnait la Révolution, l'Empire et même la monarchie de Juillet qu'il considérait comme usurpatrice. Adopter le tricolore, c'était, à ses yeux, légitimer tout ça, renier son propre principe, sa propre identité. C'était commencer son règne parce qu'il jugeait être un acte de faiblesse, une compromission inacceptable avec des idées qu'il rejetait. Donc c'était vraiment une question de principe, pas juste un caprice. C'est ça. C'était lié à sa vision d'une France qui devait renouer avec ses racines pré-révolutionnaires. Une France hiérarchique, catholique, où l'individu s'efface devant la communauté et la tradition. Le drapeau blanc symbolisait tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative de trouver un compromis quand même? Si. Il y a bien eu une ultime tentative de sauvetage. En octobre 1873, un notable légitimiste respecté, Charles Chesnelon, est envoyé en mission à Salzbourg pour essayer de raisonner Chambord ou au moins d'obtenir une formule acceptable. Et alors? Chesnelon revient à Paris avec l'impression d'avoir trouvé un terrain d'entente. Il explique en gros, c'est bon, j'ai compris entre les lignes qu'il accepterait le drapeau tricolore une fois sur le trône, peut-être avec ses armoiries dessus, sous certaines conditions. L'espoir renaît fugacement à l'Assemblée. Ah, le coup classique du «on verra après». Un peu ça. Mais patatras. Fin octobre 1873, coup de théâtre. Le comte de Chambord envoie une lettre ouverte à ce même Chesnelon et elle est publiée aussitôt dans le journal légitimiste L'Union. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? J'imagine le Pierre. C'est la confirmation de l'intransigeance. Il y redit son attachement viscéral et indéfectible au drapeau blanc, qu'il appelle l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. Surtout, il refuse explicitement de devenir le roi légitime de la Révolution. Il conclut en disant qu'il ne sacrifiera pas son honneur pour le trône et qu'il préfère garder son principe intact en exil. C'est la fin de la partie, cette fois, pour de bon. Le roi potentiel qui s'aborde lui-même la restauration. À cause d'un symbole. C'est quand même fou, hein? On dirait une dispute de famille qui tourne mal et qui change complètement le cours de l'histoire d'un pays. C'est une bonne image, oui. Cette lettre publique, c'est un coup de massue. Elle anéantit tout espoir de compromis. Les monarchistes modérés, le centre droit de l'Assemblée et surtout MacMahon ne peuvent absolument pas passer outre cette déclaration. Le projet de restauration s'effondre définitivement à cause de l'intransigeance du prétendant sur ce point précis du drapeau. Alors, l'Assemblée monarchiste se retrouve complètement le bec dans l'eau, comme on dit. Ils ont la majorité des députés, mais plus de roi acceptable par tous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont quand même pas proclamer la République, alors qu'ils n'en veulent pas. Non, pas tout de suite. Ils sont coincés, vraiment coincés. Faire la monarchie avec Chambord et son drapeau blanc, c'est devenu impossible. Faire la République tout de suite, la majorité n'en veut pas. Alors, ils trouvent une solution d'attente, un peu bancale. Laquelle? C'est la loi du 20 novembre 1873 qui instaure le septennat. Le septennat. C'est de là que ça vient. Oui. Mhm. On confie le pouvoir exécutif personnellement, le terme est important, au maréchal de MacMahon pour une durée fixe de 7 ans. C'est une manière de gagner du temps, de ne pas trancher tout de suite la question de la nature définitive du régime, république ou monarchie. Et ça a arrangé qui, cette attente? Ça a arrangé surtout les orléanistes, en fait. Ils se disaient, bon, le comte de Chambord est déjà âgé, il n'a pas d'héritier direct, attendons 7 ans, d'ici là, il sera peut-être mort, et notre prétendant, le comte de Paris, qui, lui, accepte le drapeau tricolore, pourra enfin monter sur le trône. C'était un calcul politique. Un pari sur la mort du cousin, en quelque sorte, hein? Un peu, oui. Mais, ironiquement, ce provisoire, qui était censé durer en attendant le roi, eh bien, il va durer, mais il va surtout permettre à la République de s'installer progressivement, de s'organiser, de gagner les élections suivantes et de s'enraciner définitivement. Le temps a joué contre la monarchie. C'est vraiment ironique. Une mesure prise pour attendre le roi finit par enterrer la monarchie et consolider la République. Fascinant. Mais revenons un peu aux légitimistes eux-mêmes. Au-delà de cette histoire de drapeau, quelles étaient leurs idées fortes? Qu'est-ce qui structurait vraiment leurs pensées? Wikipédia donne un aperçu assez détaillé, je crois.
Oui, c'est important pour comprendre leur vision du monde. Une vision qui explique en partie cette intransigeance de Chambord qu'on a vue. Leur pensée s'articule autour de plusieurs grands axes, souvent en opposition aux idées de la Révolution et du libéralisme. Par exemple. D'abord, il y a l'idée du modèle familial. Ils voient la société un peu comme une grande famille, ou une famille de familles, comme disait Bonal. L'autorité paternelle est le modèle, d'où un certain paternalisme politique. Le roi comme père du peuple. D'accord. Ensuite? Ensuite, la décentralisation. Ils sont souvent hostiles à l'État centralisateur, hérité de Napoléon, mais aussi de la révolution jacobine. Ils préfèrent donner plus de pouvoir aux provinces, aux corps intermédiaires locaux. Et sur l'économie? Là, on parle d'un certain anti-économisme. Une méfiance envers la toute-puissance de l'économie, du profit. Ils ont une préférence pour une société plus agricole, une industrialisation maîtrisée et une critique assez vive du libéralisme économique pur et dur. Intéressant. Et socialement? Alors, il y a une préoccupation sociale, mais paradoxale. Ils critiquent l'individualisme né de 1789, qui laisse le travailleur seul face au patron. Ils veulent protéger les travailleurs par des structures, comme les anciennes corporations, revisitées. Chambord lui-même parle de corporation libre dans une lettre de 1865. Ah oui, c'est assez moderne, hein? Oui, mais attention, dans un cadre très hiérarchique, paternaliste, et avec un refus catégorique du droit de grève, par exemple. C'est une vision d'harmonie sociale ordonnée par le haut. D'accord. Et le catholicisme, j'imagine. Oh oui, c'est absolument central. Le catholicisme est le ciment de leur vision du monde. Ils sont défenseurs acharnés de l'Église, de son rôle social et moral. Le nationalisme aussi, je suppose? Oui, un nationalisme français fort, bien sûr, attaché à l'histoire longue du pays. Mais, petite nuance, ils sont parfois critiques du principe des nationalités cher au XIXe siècle, surtout quand ils menacent d'autres monarchies, comme en Italie contre les Bourbons de Naples ou les États du pape. D'accord. Et un dernier point, peut-être? Oui, un point intéressant, signalé par Wikipédia, ils étaient majoritairement abolitionnistes concernant l'esclavage, et ce, souvent par conviction catholique profonde. D'accord. Et qui étaient ces gens sociologiquement? Historiquement, on les trouvait beaucoup dans l'aristocratie foncière, surtout dans l'Ouest et le Midi. Mais aussi une partie de la bourgeoisie catholique, très conservatrice, qui s'est rapprochée d'eux après la peur de la Commune. Et même un certain électorat rural, très traditionnel, attaché à l'Église et aux notables locaux. C'est un monde qui valorise beaucoup le passé, l'histoire locale, la généalogie. C'est un portrait assez complet, merci. Mais alors, comment l'Action française, ce mouvement dont parle l'article de Riposte et qui existe encore aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'insère là-dedans? Parce que sur Reddit, quelqu'un disait que l'AF est nationaliste avant tout et que l'orléanisme a des idées presque révolutionnaires. C'est un peu confus. Où se situe l'AF par rapport aux légitimistes historiques? C'est une connexion complexe. Et vous avez raison, ce n'est pas simple. Notamment parce que l'Action française, l'AF, naît plus tardivement, à la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle. Elle se structure autour des idées de Charles Maurras et de sa théorie du nationalisme intégral. D'accord, donc c'est postérieur à l'affaire du drapeau. Oui, largement. Alors, y a-t-il des points communs avec les légitimistes? Oui, bien sûr. Le nationalisme très fort, le royalisme pour Maurras. La monarchie est la forme politique la plus logique, la plus rationnelle et la plus efficace pour assurer la grandeur et la pérennité de la France. Mais il y a des différences. Oui, et elles sont majeures. D'abord, l'AF est contre-révolutionnaire de façon beaucoup plus systématique, peut-être plus radicale et intellectuelle. Maurras rejette 1789 en bloc, tout l'héritage révolutionnaire et républicain. C'est sa fameuse distinction entre le pays réel, la France profonde, organique, traditionnelle, et le pays légal, les institutions républicaines qu'il voit comme artificielles, corrompues et nuisibles. C'est une rupture plus nette que chez beaucoup de légitimistes du 19e. D'accord, plus radical. Ensuite, Maurras revendique une approche qu'il qualifie de positiviste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il prétend baser son royalisme non pas seulement sur la foi, la tradition ou le sentiment, mais sur la raison, sur l'analyse froide de l'histoire et de la société. Il essaye de prouver scientifiquement, en quelque sorte, que la monarchie est le meilleur régime pour la France, le plus adapté à sa nature profonde. C'est une justification qui se veut logique, presque mathématique, plutôt que purement sentimentale ou religieuse, même s'il respecte le catholicisme comme ciment social. C'est une approche différente, en effet. Et sur la question de quel roi soutenir,
Légitimiste ou orléaniste? Ah, c'est là que ça devient ambigu et que les choses se compliquent par rapport à la vieille querelle. Historiquement, l'Action française a, la plupart du temps, soutenu les prétendants de la branche d'Orléans, le comte de Paris actuel par exemple, ou ses prédécesseurs. Ah bon, ils soutiennent les Orléans. Mais pourquoi, s'ils sont si anti-révolutionnaires, l'orléanisme est quand même né en 1830? C'est le paradoxe. Peut-être parce qu'ils les jugeaient plus français, pas issus d'une branche devenue étrangère comme les Bourbons d'Espagne, et sans doute plus aptes à régner de façon moderne, plus présents sur la scène française. Mais attention, il faut bien comprendre que le nationalisme intégral de Maurras est très, très éloigné du libéralisme politique qui caractérisait l'orléanisme historique du XIXe siècle. L'AF soutient les Orléans, mais avec ses propres idées, qui sont très autoritaires et nationalistes. D'accord, donc l'AF n'est ni purement légitimiste puisqu'elle ne soutient pas forcément la branche aînée, issue de Louis de Bourbon via l'Espagne, ni vraiment orléaniste dans l'esprit de Louis-Philippe. C'est une sorte de troisième voie royaliste, centrée sur le nationalisme. C'est une bonne façon de le résumer. Une voie propre, le nationalisme intégral, qui voit dans la monarchie, incarnée pragmatiquement par les Orléans, l'outil politique idéal pour son projet nationaliste radical. Et aujourd'hui, l'article de Riposte suggère que ça évolue encore chez les jeunes militants. Oui, c'est intéressant. L'article parle de national-syncrétisme. C'est l'idée qu'il y aurait un mélange, une sorte de cocktail d'influence chez certains jeunes de l'AF ou dans sa mouvance. On trouverait bien sûr le nationalisme maurassien classique, le catholicisme traditionnel, mais aussi des références à des figures plus récentes, parfois controversées, comme l'écrivain Dominique Vénère, voire même, de façon plus marginale, des clins d'œil au paganisme européen ou à d'autres courants identitaires. Un mélange assez éclectique donc. Oui, comme si ce courant essayait de puiser à différentes sources pour se renouveler ou pour attirer une jeunesse peut-être politisée par des combats plus récents, comme la Manif pour tous par exemple. Ça montre en tout cas que ces courants idéologiques ne sont pas figés dans le marbre et ils continuent de bouger, de se recomposer. Quel parcours! Quand même, on est parti d'une vieille querelle de succession basée sur le traité d'Utrecht. On a vu une restauration monarchique échouer de façon complètement rocambolesque sur une histoire de drapeau en 1873. On a exploré les idées de fond du légitimisme et on arrive à ces recompositions idéologiques complexes autour de l'action française aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Plusieurs choses fascinantes, je trouve. D'abord, ça montre de façon éclatante comment des éléments qui peuvent paraître secondaires, un symbole comme le drapeau, une règle juridique ancienne comme le traité d'Utrecht, ou même le caractère, l'intransigeance personnelle d'un homme comme Chambord, peuvent peser un poids absolument énorme dans l'histoire politique et faire basculer le destin d'un pays à un moment clé. Oui, l'histoire ne tient parfois qu'à un fil ou à un drapeau. C'est un peu ça. Ensuite, on voit bien la persistance, même si elle est aujourd'hui très minoritaire et toujours divisée, d'une sensibilité monarchiste en France. Elle n'a pas disparu avec l'échec de 1873. Elle survit sous différentes formes. Légitimiste, orléaniste, AF? Exactement. Et cette sensibilité n'est pas un bloc monolithique figé. Elle continue d'évoluer, de s'adapter, de se mélanger parfois à ce fameux syncrétisme dont parlait Riposte. La preuve, c'est qu'il existe encore aujourd'hui des organisations légitimistes distinctes qui soutiennent Louis de Bourbon, comme l'Institut de la Maison de Bourbon, l'Union des cercles légitimistes de France, le Cercle d'action légitimiste mentionné sur Wikipédia, à côté d'une action française qui suit sa propre voie, souvent avec les Orléans. L'histoire de ces idées, de ces courants, elle n'est pas terminée. Et peut-être pour nous laisser sur une dernière réflexion, Fournier, dans son texte, en décrivant cet échec de 1873, il insiste aussi beaucoup sur l'autre grand phénomène de l'époque, la montée en puissance des républicains, comme Gambetta, et surtout de ce qu'il appelle les nouvelles couches sociales. La petite bourgeoisie, les classes moyennes, même une partie des ouvriers et paysans qui commençaient à prendre le pouvoir localement, puis nationalement, et qui remplaçaient peu à peu les vieilles élites aristocratiques et notables. Oui, la démocratisation de la société française était en marche. Alors, la question qu'on peut se poser, pour finir, même si le comte de Chambord avait ravalé son drapeau blanc et accepté le tricolore, est-ce que cette France, qui était déjà en pleine mutation sociale, en pleine transformation, aurait vraiment accepté un retour à la monarchie en 1873? Ou est-ce que, au fond, le train de l'histoire républicaine était déjà passé, quoi qu'il arrive? Une question à méditer. C'est une excellente question pour conclure en effet. Le poids et les symboles face aux lames de fond sociales et politiques. Vaste débat.